donc on démarre ce webinaire consacré à l'attractivité. On en avait fait un premier webinaire consacré à l'attractivité, puisque vous savez, ça c'est notre actualité, l'actualité du Comité régional du tourisme et des loisirs, c'est que c'est le dernier webinaire siglé Comité régional du tourisme et des loisirs, puisque au 31 décembre, on n'existera plus, et que l'année prochaine, on sera une agence d'attractivité et de développement économique. Donc il nous avait semblé important et intéressant de parler d'attractivité sous des angles différents, parce que l'attractivité, ça peut être un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de concepts, beaucoup de choses. Donc on avait parlé dans un premier webinaire de l'attractivité vu sous l'angle de l'hôtellerie de plein air, qui s'organise. Il y a un camping, c'est une petite société euh, euh, qui a son mode d'existence. Et celui-là, on voulait parler de l'acceptabilité. On entend beaucoup parler des habitants, de cette question de l'acceptabilité, du partage de l'espace. Alors ça fait écho à l'actualité du jour, hein. On entend beaucoup parler. On vit aussi au quotidien les questions de blocage. Là, en ce moment, Thomas a failli ne pas pouvoir nous rejoindre parce que il y a des barrages sur les routes. Hier, pour faire Gruissant-Toulouse, on a mis 4 heures en bus. Euh, donc cette question du partage de l'espace, partage de l'activité, partage de nos territoires. Euh, on va parler des habitants aujourd'hui. On aurait pu parler de l'agriculture. L'agriculture, c'est euh, une activité qui façonne les paysages. C'est une activité qui est porteuse de culture. C'est une activité qui a un impact et une importance en termes d'alimentation. Enfin, il y a plein de sujets qui auraient mérité que on puisse évoquer longuement cette question-là. On va pas le faire aujourd'hui parce que on a voulu centrer notre propos sur les habitants d'une manière générale. Mais je pense que bah, actualité aidant, c'est une bonne idée de webinaire, même si le sujet est très sensible qu'on fera par la suite. Mais là, on est un petit peu à chaud. Donc, on va parler acceptabilité. On entend parler de conflits, on entend parler de surtourisme, on entend parler de refus, on entend parler de touristes qui se font huer dans certaines régions. Il y a pas mal de sujets autour de tout ça. Donc, on a voulu l'aborder sous l'angle bah, du territoire, parce que quand on parle d'attractivité, on pense territoire. Attractivité, c'est quoi? C'est un territoire qui a des attraits, et ces attraits ont une certaine notoriété qui va permettre de générer ou de créer de la valeur, de générer des nuitées, de générer des implantations d'entreprises, que sais-je encore. Mais qui dit territoire dit un socle environnemental, naturel, sur lequel ce territoire se construit, et puis un socle culturel et un socle social et un socle économique, bien sûr, et tous ces éléments interagissent. Donc, on voulait quand même se poser la question de ces interactions entre le territoire, les touristes, les habitants. On verra que bah, peut-être être touriste, c'est une autre manière d'habiter le territoire. On reviendra là-dessus. Donc on va échanger là-dessus, toujours à la même manière qu'on a l'habitude d'utiliser des têtes chercheuses, c'est-à-dire de croiser les regards, d'essayer de prendre de la hauteur, mais de rester au plus près du terrain, au plus près des problématiques de terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entouré de 3 personnes. Thomas Badon, qui va représenter cette vision de terrain, tu te présenteras toi-même hein, tout à l'heure, mais tu représentes le territoire de Castelnaudary, l'Office de tourisme, et son territoire, ainsi que le Canal du Midi, donc avec cette double casquette. Et puis tes expériences précédentes aussi ont un sens par rapport au sujet du jour. On a avec nous aussi Anna-Rita Albuquerque, je le dis mal, hein, tu corrigeras, excuse-moi, maîtresse de conférence à l'Université de Montpellier Paul Valéry, mais pas que, là aussi tu préciseras tout ça. Donc avec Anna-Rita, on prendra un petit peu de hauteur, on essaiera de voir comment ces problématiques de terrain trouvent des échos dans les travaux d'étudiants, dans les travaux de chercheurs. Euh, et puis tout ce qui peut venir alimenter notre débat. Puis on a aussi le plaisir d'accueillir Jessica Viscar avec nous aujourd'hui. Jessica Viscar, c'est mon homologue qui s'occupe de l'Observatoire et qui est à la fois aussi directrice adjointe du Comité régional du tourisme de Bretagne. Et la Bretagne a mené un travail important aussi sur l'acceptabilité des habitants. Des habitants qui sont pas comme les autres, puisque ce sont des Bretons avant tout, alors que nous, on peine encore à être des Occitans, puisque la région est beaucoup plus jeune. Donc c'est intéressant aussi de te donner la parole dans ce contexte-là. Et voilà, donc on va essayer d'être le plus concret possible, d'être le plus proche des réalités du terrain, mais aussi de donner de la hauteur de vue à ce sujet-là qui est quand même important. Voilà. Aujourd'hui, parler d'attractivité,
sans se poser la question de l'impact des actions qu'on va mener au titre de l'attractivité. L'attractivité, hein, pour une agence comme celle qu'on va devenir, ça peut être générer des nuitées, où, partout, tout le temps, comment, générer de l'activité économique. Oui, à quel prix sur le territoire, si c'est mettre en danger à terme, à court, à moyen ou long terme, euh, la, la, la résilience, la vie même de ce territoire. Donc toutes ces questions-là, on va se les poser. Et puis des nuitées, elles peuvent avoir un impact, comme on disait, environnemental, social. Et les habitants sont souvent les grands oubliés de cette question du tourisme. Donc comment on les remet dans l'équation? Voilà les quelques questions qu'on va essayer auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Très modestement, le sujet vaudrait des heures et des heures d'échange. Donc là, on a 1 heure et demie. Ça nous laisse le temps de rentrer dans les sujets. Et puis, on n'aura pas fini d'explorer le sujet. Donc c'est pas grave, ça nous donnera d'autres occasions d'en parler. Donc voilà, coexistence, acceptabilité, et puis attractivité durable et partagée. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et je me tourne vers Thomas pour dire comment tu fais, toi, à l'échelle de ton territoire pour traiter ces sujets-là. Vaste sujet, comme tu dis, Dominique. Bonjour à tous. Donc, Thomas Badon, directeur de l'Office de tourisme de Castelnaudary-Lauragais-Audoin, un territoire de 43 communes et 29 000 habitants, traversé de part en part par le canal du Midi, patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Forcément, vous connaissez tous le cassoulet et la gastronomie, qui est aussi un de nos gros moteurs attractivité 4 saisons. D'où le lien aussi avec l'agriculture, puisque les haricots lingots, le canard, le porc, enfin vraiment tout est lié aussi avec ce côté locavore et locavorisme. Mais voilà, il y a tellement de sujets à aborder, effectivement, on peut y passer 3 jours, mais il y a différents sujets qu'on a évoqués en préparant ce webinaire, et notamment il y avait celui des déchets. On a fait tout un travail, nous, de notre côté, en début d'année, pour évaluer un petit peu quel était l'impact du tourisme sur la population locale en termes de nombre déjà. Donc aujourd'hui, lissé sur l'année, on a une population qui augmente de 10%. Donc on a 29 000 habitants, mais en réalité, on a en moyenne entre 2 900 et 3 000 habitants de plus. Donc en réalité, pour traiter les déchets, etc., on les traite pour 32 000 personnes lissées sur l'année, avec évidemment des pics. Ça, par contre, c'est pas lisse à l'année, avec des gros pics forcément l'été. Mais on voit que ce qu'on appelait les ailes de saison, mais maintenant c'est un vrai tourisme de 4 saisons, se répartit quand même de plus en plus. Partie de ce postulat-là, on a aussi une réalité, c'est que lorsqu'on est en vacances, on fait un peu moins d'efforts que quand on est à la maison, pour trier. Et donc aujourd'hui, on a un SMICTOM avec qui nous sommes partenaires donc pour la gestion des déchets, qui estime qui estime donc une réalité, pour traiter 1 tonne de déchets de poubelle noire, ça coûte 250 euros. Et aujourd'hui, on a une poubelle noire qui en moyenne fait à peu près 217 kilos. Si on la triait, elle devrait en faire que 41 kilos. Et aujourd'hui, qui paye aujourd'hui la taxe sur les ordures ménagères? Clairement, c'est les habitants. Donc, nos élus ont une réalité, c'est aussi d'arriver à maintenir un prix des ordures ménagères stable, qui ne soit pas en augmentation. Donc, ça veut dire que pour ça, il faut qu'on réduise à peu près de 10% les déchets en général. Donc, on a décidé, nous, de travailler sur différents sujets. Déjà, on a bossé avec le SMICTOM pour mettre en place un kit à destination et des touristes, mais aussi des hébergeurs, en les accompagnant vers une qualification et une professionnalisation, et de mettre à disposition des dispositifs pour pouvoir trier. Et effectivement, que le tri soit fait au maximum et réduire, vraiment l'objectif, c'est réduire cette poubelle noire au maximum. Ensuite, on a un deuxième effet qu'on essaie de s'appliquer, alors parce que nous sommes aussi dans une démarche RSE et RSO auprès de l'Office de tourisme. Lorsqu'on organise des événements, clairement, c'est de réduire au maximum les déchets. Là, on a eu un exemple il y a 10 jours, on a organisé un grand repas pour la foire au gras, 468 convives à table. Et l'année dernière, ça nous a vraiment dépité parce qu'à la fin, on a balancé des poubelles entières de sacs noirs de déchets de cette journée. Et on a mis tout un plan d'action en place pour essayer d'améliorer ça et de vraiment baisser. Et cette année, on a servi 78 cassoles de cassoulet, donc c'est le plat pour servir le cassoulet. On avait à peu près une cassole de déchets composée de gras, d'os, de choses comme ça. Donc vraiment, on a réussi un super truc. Mais c'est des choses toutes simples en réalité, hein. Mais c'est déjà trier les déchets quand ça sort, que ça arrive vous en cuisine, de mettre dans les bons bacs. Et puis déjà d'anticiper, de mettre les bonnes poubelles à la sortie de l'événement. Et puis aussi, on a mis en place tout simplement des doggy bags. Ça nous a coûté 49 euros pour distribuer 450 doggy bags. Mais au moins, les gens sont repartis avec les restes. C'est tout bête, mais finalement, ça nous a évité de surcharger. Et à la fin, on a fait à peine une demi-poubelle noire en tout, jetée sur un événement à plus de 500 personnes. Donc voilà, on en était très très fiers. Donc ça, les déchets, c'est vraiment un gros axe de travail pour nous. Et on a vraiment cette commande de nos élus de faire baisser la poubelle noire, chacun sur nos différentes industries et secteurs d'activité,
Mais le tourisme, clairement, a un impact énorme sur les déchets noirs, notamment. Donc ça peut réduire, ça réduit le coût incident sur les habitants, donc ça peut aider aussi à accepter la présence du tourisme toute saison. Bah, si vos ordures ménagères passent de 100, je sais pas combien, mais 150 € par an à 200 € parce qu'il faut gérer les déchets des touristes, niveau acceptabilité, oui, on risque d'avoir quelques petits retours de bâton et quelques retours de manivelle. Alors que si on arrive à maintenir en disant, voilà, on a un tourisme qui se développe, on a de plus en plus de monde, on a un canal du Midi qui est de plus en plus attractif, avec des clientèles qui augmentent. Et effectivement, clairement, c'est quelque chose qui, pour que ce soit acceptable, doit rester stable au niveau du portefeuille. Voilà. Après, il y a aussi ce travail qui est fait avec le CRTL Occitanie et avec VNF et l'entente Canal du Midi sur des clientèles. Et on le voit depuis 4-5 ans que le canal est de plus en plus propre, qu'il y a moins de déchets parce qu'on attire aussi des populations plus sensibles au sujet environnement, qui ramènent les déchets avec eux à l'hébergement le soir, qui ne les balancent pas au bord du canal. On le voit, ça se voit en fait que c'est en train d'évoluer fortement à ce niveau-là. Donc c'est bien, c'est vertueux, ça va dans le bon sens. D'autres expériences, je pense, pour mixer un peu ces populations qui se comprennent pas toujours, touristes, habitants, même s'ils ont finalement parfois les mêmes activités, Ouais. et tu arrives à les faire se mélanger dans certains contextes. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais testé sur mon poste précédent et où on avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui sur Castelnaudary pour créer des événements. Mais du coup, on a remis à la sauce locale et notamment, on a lancé deux opérations. Une qui s'appelle les apéroquets, donc à la capitainerie du port de Castelnaudary, donc je suis aussi le directeur. Donc ça, c'est mon équipe et ma capitaine. J'ai des personnages en fait dans ma capitainerie qui m'ont dit Thomas, il faudrait qu'on lance un truc, on est pavillon bleu, il faudrait faire quelque chose. Donc on a lancé ces événements, c'est tous les premiers mercredis du mois pendant 6 mois de mai à septembre, où on organise des apéroquets. Donc, le petit lien avec le capitaine du port et l'apéroquet Jack Sparrow, etc., le pirate, mais où on attaque en fait notre événement vers 17 h, où on fait pendant 1 heure un atelier de recyclage, d'art avec des déchets, de sensibilisation à l'environnement. Derrière, on fait une dégustation de produits locaux avec l'un de nos commerçants de la ville qui vient proposer ses produits. Donc ça, c'est nous qui finançons tout ça. Et on finit par un petit concert, une petite animation musicale. Et puis là, c'était la troisième année. Et on a des succès qui sont de plus en plus grandissants. En fait, on n'a plus assez de place. Donc là, il faudrait pousser les murs. Mais ce qu'on a réussi à faire, alors c'était un peu la volonté, mais on s'est dit, on va bien voir qu'est-ce que ça donne, c'est d'attirer aussi bien des habitants que des visiteurs. Finalement, on se retrouve sur un moment super convivial. Nous, notre porte d'entrée, clairement, c'est la gastronomie. C'est l'Art de Vivre au Doigt, qui est la nouvelle marque du département de l'Aude, hein, puisqu'on n'est plus au Pays 14 depuis l'année dernière, mais on est l'Aude, l'âme sud. Et cette âme sud, c'est cet art de vivre et cette gastronomie. Et donc, ça nous permet aussi de pousser ce côté, voilà, j'arrive sur un territoire, plutôt que de rentrer tout seul dans mon hébergement. Si en plus, c'est une boîte à clés, je ne vais pas rencontrer grand monde. Alors que là, clairement, ben, je suis au contact direct d'habitants. Et puis, quoi de mieux que Dominique, qui habite en plein centre-ville de Castelnaudary, qui va m'expliquer, ben, va manger ton cassoulet là, chez mon pote, c'est David. Tu dis que tu viens de ma part, tu vas voir, il est excellent, c'est super. Et là, le visiteur, il vit une expérience exceptionnelle. Et puis, cette alchimie, vraiment, elle fonctionne à merveille. Et là, pour 2026, on est en train de rediscuter de notre modèle économique sur cet événement-là, même si ça coûte pas des 100 et des 1000, mais parce qu'on est tellement victime de notre succès qu'on a presque trop de monde. Donc, les gens aiment se rencontrer encore clairement. Et un troisième exemple, c'est un projet alors qui existait il y a de très longues années, qui s'appelait Les Secrets de nos villages. Donc on a repris le même nom. C'était en gros la guide conférencière qui potassait pendant tout l'hiver 2 visites guidées, qu'elle faisait en one shot une fois et qui était gratuit. Donc elle passait des heures et des heures à préparer ça. Et là, voilà, on a eu envie de relancer ce concept-là, mais différemment. C'est-à-dire qu'on allait chercher toutes les assos patrimoine du territoire, toutes les communes, etc., etc., en leur disant, voilà, nous, on veut organiser des visites l'été. On attaque à mi-juin, on finit à mi-septembre, tous les vendredis soirs. Le format, il est simple. Nous, on fait la com, l'office de tourisme. Vous, soit par une asso, soit par un habitant qui a envie de raconter les petites anecdotes du coin, eh bien, vous faites une visite guidée qui dure à peu près 1 heure et demie, grosso modo 1 heure et demie. Et derrière, pareil, alors toujours, il y a le concept de l'apéro chez nous, hein, mais jus de pomme et produits locaux, mais où on met en avant les produits locaux. Et finalement, la première année, on a lancé ça un petit peu comme une bouteille à la mer. On a eu 8 communes qui nous ont dit, ouais, tiens, on voudrait bien faire un truc. Là, on était en année 2, on était à 14. Donc là, clairement, le calendrier, il est full. Et puis là, pour 2026, on a relancé et on a déjà plus de 13 qui sont inscrits, alors qu'on est en décembre. Voilà, donc on risque d'avoir presque peut-être trop de dates. Et en fait, ces rendez-vous, au départ, ben, il faut le temps de le faire savoir. Mais là, clairement, on capte les habitants. On capte les habitants qui, eux, ont envie de découvrir aussi leur territoire. Et bon, on va en parler un petit peu plus tard, hein, mais l'habitant est consommateur aussi de tourisme et d'activités.
Et là, clairement, on fait un carton, on a fait des soirées à plus de 80 personnes. Et voilà, on n'était pas forcément calibré pour ça. On avait un objectif, on s'est dit, allez, il faut viser 30-40 par soirée. 14 fois, c'est déjà pas mal. Et finalement, on fait presque le double. Donc voilà, c'est une belle réussite. On a nos fidèles, les gens adorent, on nous réclame. Et nous aussi, en contrepartie, eh ben, quand on a eu fini, on les a tous invités avec nos guides conférenciers à l'Office de tourisme pour faire une visite de Castelnaudary. On leur a payé le petit casse-cou. Voilà, pour les remercier de cette dynamique et pour lancer l'année suivante. Voilà trois petits exemples tout simples, mais où simplement on fait se rencontrer les gens en fait, hein. On se met autour de la table, on essaie de mettre des idées, des concepts simples, et on se rend compte que ça marche à merveille, quoi. Et Ouais. là, le lien social avec souvent les assos patrimoine, c'est des gens, une certaine catégorie d'âge, souvent c'est des retraités. On sait que ces assos et ce patrimoine, je l'ai vécu sur une expérience passée, sur ces patrimoines qui se transmettent par les palabres et par la parole. En fait, elles disparaissent avec les gens, quoi. Si les gens disparaissent, tout ce patrimoine se perd. Et on trouvait que c'était important, cette transmission, et de mettre en place ces petites actions de transmission pour que les gens sachent et s'accapare encore plus le territoire et ce sentiment d'appartenance. Bah, c'est clair qu'on sent qu'il y a un sens aussi au niveau de la culture, au niveau ça a du sens dans ce territoire-là. Ça ne veut pas Mm. dire qu'il faut le reproduire partout de la même manière, mais il faut tenir compte de cette culture, de cette vie du territoire pour que ça matche comme ça. En tout cas, oui, oui, moi je trouve que c'est intéressant. Puis c'est pas des opérations coûteuses en plus, ce que tu disais. Mm. Non, sur ces deux événements, que ce soit à Perroquet et Secret de nos villages, on a dû réunir, il faudrait que je fasse le calcul, mais ouais, c'est beaucoup de monde. Ça nous a coûté à peu près 3 800 euros, quoi, Ouais, à peu près. Donc, oui, oui, voilà, c'est une belle ça opération. coûte pas grand-chose. Je me tourne vers Anarita. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça, ces expériences-là, et puis ouais, comment tu peux les interpréter, et puis nous éclairer sur ces sujets-là. Merci beaucoup, merci d'avoir partagé ces initiatives que sont, que pour nous, alors moi je travaille beaucoup, juste pour souligner, je suis co-responsable du master de tourisme et développement durable des territoires, qui est basé à Béziers, attaché à l'Université de Montpellier. Et nous, on travaille beaucoup, on essaie de valoriser avec nos étudiants justement ces initiatives euh, des communes plus ou moins proches justement de Béziers. Je voulais juste dire justement cette recherche d'acceptabilité qu'on essaie qu'on évoque et qui est un peu au cœur de notre webinaire, elle doit justement être au cœur pour repenser l'attractivité. Donc, de mettre l'habitant au cœur de tout le processus. Euh, Moi, je trouve, alors, la question des déchets, elle est importante à aborder, comme la question de l'eau, qu'on parlera peut-être plus tard. Mais elle est importante parce que c'est vrai que la gestion des déchets, elle est un des facteurs qui va impacter l'acceptabilité pour part. C'est peut-être un des facteurs les plus importants, avec la question de logement aussi, et etc. Mais en même temps, c'est intéressant de voir les initiatives qui sont déjà en cours, bah, à Castelnaudary, avec, comme Thomas a bien partagé, mais aussi dans certaines communes qu'on va voir des taxes de séjour qui sont euh, justement, comment on dit, qui visent justement la question des déchets, une partie de cette taxe de séjour. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a déjà du travail en cours et que ça permet justement d'alimenter notre réflexion, c'est-à-dire qu'on va tous dans le même sens, qu'on n'est pas, et de dépasser souvent cette tendance un peu binaire de voir le tourisme, que malheureusement on voit un peu à travers les manifestations dans certaines villes, et que c'est légitime. Mais ces initiatives, elles nous permettent justement de penser autrement, qu'en fait on peut, cette transition vers un tourisme responsable sont possibles, est possible. Après, nous avons aussi les initiatives locales, et je trouvais très intéressant euh, la question des secrets de mon village au La Perroquet. Ils sont intéressantes parce que là, on est vraiment dans l'échange. Et ça, c'est au cœur, les pratiques. Historiquement, le tourisme, c'est ça, c'est l'échange entre les personnes, entre les résidents et les visiteurs. Et souvent, dans le milieu académique, on n'utilise même plus la distinction touriste-habitant. Tout le monde est habitant, en fait. On n'utilise plus cette distinction, justement pour dépasser souvent cette notion un peu binaire. Donc, et c'est intéressant de voir comment, à partir, surtout les secrets de mon village et même les appareils, comment l'habitant, il est l'ambassadeur non,
du lieu, de Castelnaudary, dans ces cas, des communes autour. Donc cette initiative, elle vient donner une dimension plus humaine à la rencontre, de permettre justement de vivre ces expériences d'une manière plus authentique, qu'après l'authenticité, on peut aussi discuter, on peut rester aussi 2, 3 heures à parler, mais c'est vrai que ça permet justement de proposer l'échange entre les habitants et les visiteurs et les résidents d'une manière plus équitable, responsable. Et donc, ces initiatives, elles sont... Et donc, on est content de voir que on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir proposer justement ces genres d'activités. Je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de l'acceptabilité des habitants, on pense à Barcelone, à Venise, on pense euh, des questions macroéconomiques hyper importantes, hyper pesantes, mais l'acceptabilité des habitants, et c'est sous cet angle-là qu'on le traite aujourd'hui, c'est aussi Oui. plein de petites choses qui vont faire que on est capable de se comprendre, hein. Moi, j'entends toujours certains collègues qui disent le tourisme, c'est un problème quand il y a plus d'1 million de visiteurs à Barcelone, mais le tourisme, ça peut être un problème quand il y a plus de 10 touristes dans mon village parce que il n'est pas fait pour ça ou parce que le parking euh, de mon centre mon centre nautique, il a 50 places et il y a 60 personnes, donc ça crée une distorsion. Donc des petites choses sont possibles et puis des petites choses permettent d'améliorer la situation. Oui, il faut, si je peux rebondir, Oui. il faut qu'on soit à l'écoute également, parce que par exemple, il y a un sujet, nous, où on a beaucoup écouté les associations d'habitants. On a la chance d'avoir une association d'habitants à un endroit, plus les mairies, on va souvent les consulter, les maires, un petit peu pour prendre un petit peu la tendance, etc. Et alors, ça va surprendre peut-être du monde, mais bon, aujourd'hui, on me demande de ne pas pousser sur la randonnée, par exemple. L'offre de randonnée qu'on a qualifiée il y a 3 ans, mais aujourd'hui on me dit surtout tu pousses pas. On est à 50 km de Toulouse et clairement, ben voilà, il y a des petites communes de 50 habitants et où les randonnées passent en plein milieu et où les maires te disent mais moi j'ai un gîte, j'ai aucun intérêt de pousser ça. Je vais me retrouver avec du monde de partout, garé n'importe comment, des déchets qui traînent de partout. Je ne veux pas ça. Et en termes d'acceptabilité pour la population, c'est pas possible. Donc moi, on me dit clairement sur l'offre de randonnée, tu pousses pas, tu te démarques pas comme une destination avec une offre pleine nature et rando intéressante. Tu fais le minimum syndical, mais pas plus. Donc sur la rando, c'est un sujet qu'on va pas, où on va pas au-delà, voilà. Parce que cette proximité d'une grosse agglomération peut être à une réaction très très rapide et qui peut être avec beaucoup de nocivité pour les habitants. Donc il faut être à l'écoute de son territoire. Et ben quand on parle d'écoute d'un territoire, moi je me tourne vers Jessica parce que la Bretagne a plein d'outils pour écouter le territoire breton avec ses particularités, mais on va voir que finalement on se ressemble tous un petit peu. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Dominique, je suis Gaviscar, je suis directrice adjointe de Tourisme Bretagne, et donc en charge notamment de l'observation. Et c'est vrai que l'acceptabilité du tourisme par les habitants, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour vous donner 2 chiffres, en 2024, que je ne me trompe pas d'année, au printemps, il y a eu plus de 400 articles dans la presse qui sont sortis sur le surtourisme en Bretagne. 400 articles au printemps. On a fini la saison touristique à moins 6% de fréquentation. Voilà, donc il y a beaucoup de bruit autour de ce surtourisme, de ce rejet du tourisme par les habitants dans la presse. Et nous, il nous semblait intéressant de s'affranchir un peu du discours médiatique et donc de se rapprocher réellement des habitants pour voir comment ils percevaient le tourisme, ce qu'ils en pensaient, comment ils vivaient la pression éventuelle touristique en Bretagne, puisque l'idée, c'est pas de développer un tourisme qui aille à l'encontre des attentes, des besoins des habitants, mais bien d'avoir quelque chose qui soit intégré et qui convienne à tout le monde, que tout le monde se retrouve dans cette économie touristique. Donc c'est vrai on s'est intéressé, on a été enquêter les habitants. Alors, on l'avait déjà fait une première fois en 2020. On a reconduit cette enquête donc là en début d'année 2025. Et donc on a enquêté près de 3000 Bretons pour avoir vraiment leurs sentiments. Alors déjà leur vision, leur consommation eux-mêmes du territoire, et puis cette vision du tourisme et de leur acceptabilité, de leur acceptation de cette activité touristique.
Il y a une chose qui est importante à avoir en tête, c'est qu'au final, alors le breton, mais je dirais l'habitant, quelle que soit la région où on se situe, même si on est des irréductibles gaulois, on est multicasquette en tant qu'habitant et on est des acteurs majeurs du tourisme. Déjà, on est des hébergeurs. Les séjours chez les parents et amis en Bretagne, je n'ai pas les chiffres d'Occitanie, mais je pense qu'on ne doit pas être loin, c'est le deuxième mode d'hébergement de la région. Donc ce sont des hébergeurs donc, touristiques majeurs qui contribuent à l'activité touristique de manière importante en accueillant de la famille, des amis chez eux. Les Bretons, c'est aussi des touristes en tant que tels. La Bretagne est la première destination de vacances des Bretons. 16% des nuitées de la région sont le fait de Bretons. Donc ça reste une clientèle qui est majeure et donc ils sont touristes au sein de la région, parfois même au sein du département. Touristes marchands, mais touristes non marchands aussi, puisqu'ils sont propriétaires de résidences secondaires. Donc, ce sont les premiers propriétaires de résidences secondaires en Bretagne, ce sont des Bretons. Donc, troisième casquette. Et puis, quatrième casquette, c'est nos excursionnistes, nos visiteurs à la journée, qui certes ne vont pas générer une nuitée sur le territoire, mais vont quand même consommer une grande partie des services touristiques, que ce soit de la restauration, que ce soit les équipements de loisirs, les chemins de randonnée, les véloroutes, etc., etc. Donc nos Bretons, ça reste des acteurs majeurs du tourisme et je pense que c'était aussi important de remettre ces chiffres-là et de remettre en perspective leur rôle dans l'activité touristique parce que le touriste, c'est pas l'autre. Le touriste, c'est aussi nous. Et c'est ce que disait Anna-Rita tout à l'heure, c'est qu'à un moment, arrêtons cette distinction, l'habitant, le touriste. On est juste sur un territoire et on est consommateur de ce territoire et des services qui nous sont proposés. À un instant T, on est habitant, à un instant T, on est visiteur, mais on consomme tous le territoire. Et c'est vrai que remettre ces différentes dimensions en perspective, c'était important. Et puis après, c'était cette notion d'acceptabilité. En gros, vous en voulez ou vous en voulez pas du tourisme. Concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de problème d'acceptabilité du tourisme en Bretagne. Là encore, malgré les grands discours de la presse, les Bretons sont très favorables à l'activité touristique. Ils sont conscients de ce que l'activité touristique va leur apporter, que ce soit en termes de retombées économiques, que ce soit en termes d'infrastructures proposées, d'animation, de programmation culturelle sur le territoire. Tout ça, ils en ont complètement conscience, mais ils sont aussi très conscients des aspects plus négatifs du tourisme, que ce soit en lien avec les difficultés d'hébergement, que ce soit les problèmes de circulation, de stationnement, qui sont quand même le premier problème du tourisme chez nous, de très très loin. Donc ils sont très très lucides sur la situation. Malgré tout, quand on leur demande est-ce que vous êtes favorable au développement touristique de votre territoire, de la région, ils sont plus de 80% à le plébisciter. Donc il n'y a pas du tout de rejet massif. On peut dire qu'il y a des territoires où ce score n'est pas à 80%. Non, il n'est pas à 80%, mais il est rarement en dessous de 75%. Donc, il n'y a pas de rejet, même sur les très fortes zones touristiques. Les nuisances, elles sont perçues ponctuellement, localement, et c'est bien souligné. C'est sûr que aller sur le pont de l'Ascension au 15 août, il y a des endroits où il y a du monde. Beaucoup de monde. Trop, toujours difficile à dire, mais il y a du monde, mais ils sont bien conscients de ce côté ponctuel. Et ça nous paraissait vraiment important que ce soit les Bretons qui s'expriment et pas qu'on relaie un message médiatique. On connaît la presse et leur capacité à relayer des informations. Et quand on analyse ces résultats, on se rend compte que la nuisance principale, ce n'est pas un problème de surfréquentation, c'est un problème d'aménagement. Quand on nous dit que c'est un problème de circulation, de stationnement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est si je dois accueillir 60 personnes et que mon parking il fait 50 places, oui, il y a un problème. Il y a un problème de stationnement, mais c'est de l'aménagement et ce n'est pas forcément la surfréquentation. Pour vous redonner un chiffre, on accueille 17 millions de touristes à l'année en Bretagne. C'est le même nombre qu'à Barcelone. À Barcelone, il y a un problème de surfréquentation.
pas en Bretagne. Ben voilà, ça nous donne quelques perspectives. J'ajoute que pour avoir fait à peu près le même type d'enquête en Occitanie, on voit les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que il y a une fierté d'appartenir à un territoire, il y a une fierté aussi à le partager. On est hébergeur, on est touriste, et on est aussi ambassadeur, bien sûr, de son territoire. On génère des nuitées. Et puis ce chiffre, c'est vrai qu'il s'altère un petit peu plus on se rapproche des côtes, plus on se rapproche des zones où il y a des concentrations un peu plus importantes. Bah, les chiffres diminuent, mais comme tu l'as dit, de très très peu en fait. Donc et la fierté d'appartenance et puis ouais le fait de profiter de tous les équipements qui sont mis à disposition des touristes, on le retrouve là aussi. Donc on se ressemble un peu finalement. Anarita, Heureusement. est-ce que ça t'inspire là aussi des Oui, réflexions? oui. En fait, je trouve intéressant, c'est aussi euh, la Bretagne comme laboratoire. On avait un peu évoqué, je ne sais pas si on a utilisé cet nom, mais c'est vrai que ça peut être aussi un laboratoire, un peu comme l'Occitanie aussi, si on veut, mais justement pour analyser à la fois les potentiels qu'il y a, parce il est là, la dimension du territoire et comment on peut faire dialoguer des nouvelles alternatives. Parce qu'au-delà, ok, on part de principe qu'il y a des tensions, c'est clair, que ce soit des conflits, de coprésence, on peut l'appeler après coexistence, etc. Mais il y a aussi beaucoup de possibilités. En fait, même de faire dialoguer le littoral avec l'arrière-pays, etc. C'est sûr qu'en Bretagne, il y a des bonnes pratiques. Mais ça me renvoie aussi le fait qu'il y a cette réflexion et l'enquête. Moi, je trouve intéressant, c'est de faire une enquête vraiment dirigée pas passer par des autres sources, mais aller à la source, en fait, directe, à la source primaire. Et je trouve intéressant parce que c'est là le rôle, on peut. Souvent, on dit, OK, il faut faire des mesures réglementaires. Il faut mettre en place des outils, que ce soit fiscaux, que ce soit, etc. Mais la question des observatoires et de la gouvernance, et implication justement des habitants, pour moi, c'est là aussi une des clés. Et que je vois des initiatives, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Occitanie, qui vont un peu dans ces sens. Et la question de la gouvernance, je l'aimais parce que c'est important. Et après, je sais pas, on peut aller après plus loin, c'est la question des données, que c'est important. Il a d'avoir cette. Voilà, en réalité, les habitants, ils souhaitent l'avoir d'une manière équilibrée, respectueuse, etc. Mais ils souhaitent être impliqués, ils souhaitent être des acteurs, en fait, euh, importants dans ce système touristique. Après, je me dis, moi, je me questionne, c'est sur, au-delà des initiatives qu'on a déjà vues, c'est comment impliquer véritablement les habitants dans cette démarche, parce qu'on parle aussi beaucoup de concertation, co-construction. Est-ce qu'effectivement, après, sur le plan réels, comment ils sont impliqués, même à niveau des décisions. Là, j'ai quelques questions, mais peut-être Thomas ou Jessica, ils peuvent apporter, ou même Dominique, des, des, des- parce que là, je reste un peu euh, encore... Bah, voilà. c'est une question qu'on avait posée, je sais pas si tu l'as posée aussi, Jessica, mais nous on posait, est-ce que on a vu, vous êtes impliqué dans le développement touristique de votre territoire, est-ce que vous souhaitez vous impliquer encore plus? Là, c'était Raisonnablement. raisonnablement, moyennement, quoi, on va dire. Mais ouais, c'est difficile cette question de la gouvernance, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on voit aujourd'hui comme stratégie de développement durable, de développement touristique durable, euh, Passe par là. se doit d'intégrer les habitants, puisque on est de plus en plus. On a redécouvert il n'y a pas très longtemps que dans le tourisme, il y avait des placements. Et donc, on s'est réintéressé à la mobilité, alors que pendant des années, on l'avait un petit peu oublié. Donc, qui dit mobilité dit aussi infrastructure, enfin, il y a aménagement, comme disait Jessica Aménagement, tout à ouais. l'heure. Donc, il y a toutes ces questions-là qui font que il faut qu'on réfléchisse à nos outils de gouvernance de développement touristique en incluant les habitants. Après, sous quelle forme, c'est pas évident. Voilà. Oui, à toutes Euh, les échelles. Moi, je pense à concertation. l'initiative de la Montpellier Métropole qui ont fait la feuille de route au tourisme durable, où véritablement différents acteurs, les acteurs touristiques importants dans le territoire, mais aussi les universités, des habitants, des différents représentants. C'est une initiative, il y a un produit, il y a une charte qui est sortie, mais là, on voit que ça émane aussi c'est une réflexion, c'est construire plusieurs étapes,
Mais après, voilà, je reste toujours. C'est sur ça que je me pose plus de questions. Bon, il y a Parce que des l'apéro, initiatives, il y l'apéro, a ça l'apéro, c'est un mais est-ce peu. que ça suffit, Thomas, Est-ce que au-delà ça de Non, je suffit? suis pas l'apéro? sûre Alors, que ça suffise. Nous, là, on a travaillé sur un exercice de prospective à l'échelle régionale. Donc, cette étude de l'acceptabilité, ça nous a servi aussi à réfléchir sur cette vision un peu plus long terme. On est arrivé là en fin d'année à l'élaboration de 5 scénarios potentiels, comme tout exercice de prospective qui se respecte. L'idée sur 2026, c'est de retourner vers les Bretons en leur demandant, bah voilà, maintenant, on a réfléchi, on a plusieurs propositions. Et qu'est-ce que vous voulez, vous, parmi ces propositions? Qu'est-ce qui vous semble le plus bénéfique pour votre territoire, pour vous, votre vie au quotidien? Et donc, l'idée, bah, c'est de les réinterroger pour avoir vraiment leur retour, pour que le projet touristique de demain pour la Bretagne, bah, il ne se fasse pas en inadéquation avec la vision des habitants. Donc les habitants vont être sollicités, les professionnels du tourisme vont être sollicités, les élus, bien entendu, territoriaux vont être sollicités, mais l'idée, c'est d'essayer, tout du moins, de faire converger les points de vue pour que l'ambition politique pour la Bretagne, l'ambition touristique pour la Bretagne, elle convienne au plus grand nombre. Et il nous paraît juste impossible d'avancer dans cette réflexion stratégique sans avoir le retour des habitants en leur disant vous voulez quoi pour votre territoire demain? Parce que forcément, selon le choix qui va être opéré, les actions qui vont être mises en œuvre vont avoir un impact sur le territoire et donc pour nos habitants. Thomas, vas-y, réagis, oui, Oui, oui. ouais, ouais, tout à fait. Bah, effectivement, nous pour l'exemple de Castelnaudary, le tourisme pèse entre 10 et 11% des emplois locaux. C'est la première industrie. Donc, clairement, sans tourisme, on perd 10 à 11% des jobs. Donc, c'est hyper important sur l'écosystème. Et après, il y a un autre vecteur aussi pour l'acceptabilité auprès des habitants, qu'on bosse là depuis quelques temps aussi, c'est le tourisme de savoir-faire et la visite d'entreprise. Donc, via le vecteur de notre service commercialisation, alors nous, on a une emblème qui est formidable. Tous ceux qui connaissent le canal du Midi connaissent la pote-clinote Thomas Sainte-Puel et Jean-Pierre Notte. Et vous êtes accueillis dans l'atelier, dans l'argile. C'est un vrai personnage. Il est dans le jus de son action et de sa visite. Et nous, c'est carrément la guide de l'Office de tourisme qui fait visiter l'entreprise, en fait. Et du coup, le lien, là, il est au top. Et nous, c'est un de nos best-sellers. Alors, comme il est enfin voilà, c'est vraiment le stéréotype et le portrait de l'Audois, le vrai, le pur, le dur. C'est une offre qui est super demandée par les autocaristes, les groupes en termes de visite. Et là, il passe beaucoup à la télé, donc ça nous rajoute de l'attractivité. Et notre service de commercialisation croule sous les demandes pour la visite de cette entreprise-là. Là, c'est sur de la poterie, sur du savoir-faire, mais on essaie d'ouvrir des portes sur d'autres choses. Sur l'ENAC, l'école de l'aviation nationale de l'aviation civile, on a le centre de maintenance des avions au niveau national à Castelnaudary, des visites de fabriques de cassoulet, des choses comme ça. Et les entreprises aussi, petit à petit, s'ouvrent. Ça permet de générer des recettes supplémentaires, ça permet aux salariés de voir, ça recommande, etc. Enfin, le cercle, il est plutôt vertueux et il est bien dosé de le faire parce qu'il faut que ce soit des offres qui soient aussi claires, clean, carrées pour les visiteurs et dire ben voilà vos entreprises il faut qu'elles soient ouvertes en permanence. Si le mec qui fait ding dong et vous faites une visite, c'est pas possible, ça peut pas s'organiser comme ça, mais de le gérer par groupe avec un service commercialisation ou une billetterie dédiée avec des horaires précis, ça fonctionne à merveille et ça fonctionne très très bien. Voilà. Mais il faut aussi qu'il y ait le récit, qu'il y ait voilà, des sujets qui sont intéressants, mais c'est une autre façon aussi de lier l'habitant avec le touriste. Puis comme disait Anarita, il faut aussi de la donnée pour monitorer un peu tout ça, pour essayer d'avoir un feedback pas permanent, pas forcément permanent, mais ça c'est une des problématiques aussi des habitants, mais aussi de l'impact de nos actions sur le terrain. Donc ça c'est Bah, une grosse problématique aussi. si je peux vous donner un petit chiffrage, par exemple, sur cette poterie qui aujourd'hui, clairement, c'est nous qui amenons le visiteur de A à Z, c'est nous qui faisons la visite de A à Z. Il prend un petit billet au passage, c'est le normal, Hmm. plus ce qu'il va vendre en boutique, mais juste le petit billet que nous, on lui reverse, c'est quasiment 3500 à 4000 euros par an. Donc, clairement, voilà, C'est appréciable. c'est une petite somme, mais ça compte. Et oui, oui. Ouais, donc ben, forcément, tous ces petits ruisseaux vont faire des grandes rivières au final. Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi pour nous aujourd'hui d'avoir une vision stratégique régionale en disant, voilà les grandes orientations, la Mhm. prospective qu'on vous propose, enfin les scénarios prospectifs qu'on vous propose. Puis après, de reconnecter ça
une au plus échelle. près du terrain. Voilà. Donc ça c'est, Mm. je pense qu'avec tes étudiants ou avec tes collègues, vous Ah oui. travaillez sur ces sujets-là aussi. Nous, on travaille souvent, bon, dans des autres territoires, pas très loin, en tout cas c'est nous d'ailleurs, mais on est aussi, on fait pas mal de. Bah déjà, une des outils qu'on travaille, qui est fondamental dans notre master, c'est vraiment les diagnostics touristiques. Donc, on travaille beaucoup sur la question des indicateurs, des enquêtes habitants, des enquêtes visiteurs, résidents. Et c'est vraiment pour faire, souvent c'est des commandes. En fait, on travaille avec des acteurs du terrain. On n'est pas complètement déconnecté, mais ça nous permet aussi d'alimenter notre réflexion et que ça soit pas complètement déconnecté, que parfois les universités, on sait très bien qu'il peut y avoir un décalage, mais on essaie toujours d'être à peu près, que ça soit des acteurs du terrain, que ce soit aussi à niveau régional, à niveau départemental, toutes les échelles, parce que toutes les échelles sont importantes. Oui, et puis les expertises sont pas toutes d'un côté. Moi, j'ai le souvenir d'un directeur d'ADT, je dirais pas quel département, qui disait on organisait des réunions dans les territoires pour parler de la stratégie touristique du département. Et il disait, mais j'étais quand même assez étonné de me rendre compte que certains des habitants qui étaient là, en témoin, étaient presque plus professionnels que certains des professionnels. C'est pour ça que je donne pas de nom hein, de département. Mais c'est pas étonnant, les gens sont informés, les gens sont beaucoup plus ouverts à pas mal de choses. Donc effectivement, ce dialogue, il n'est pas forcément euh, bilatéral, il n'est pas forcément caricatural. Les experts d'un côté qui vont vous dire quoi faire et comment le faire. Et si on n'est pas capable, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, d'écouter l'association locale qui dit bah ok, la rando, c'est super, mais n'y allez pas trop parce que je suis pas équipé pour quoi. Voilà. Donc tout simplement Mm. d'être en écoute. Et ben ce système d'écoute, il n'est pas toujours évident à mettre en place. On parle beaucoup de baromètres habitants. Alors est-ce qu'il faut les travailler au niveau local, départemental, régional? Bah, ça c'est des questions sur lesquelles il faudra qu'on amène des réponses. Ah Mais oui. au moins peut-être d'avoir des méthodologies, des approches communes qui nous permettent d'avancer. Je sais pas si en Bretagne après tu retrouves des micro-observatoires un peu plus proches du terrain sur ces sujets-là. On a deux départements qui ont fait aussi une étude à leur échelle, où les conclusions sont globalement équivalentes. Voilà, ce qui est rassurant. Mais oui, oui, c'est un sujet malgré tout qu'il faut monitorer assez finement. Nous, on fait l'effort d'avoir un échantillon conséquent, hein, 3000 enquêtés pour 4 millions d'habitants, c'est pas mal déjà. Mhm. Mais l'idée, voilà, c'est d'être en capacité de pouvoir aller assez finement sur l'analyse, parce que forcément, c'est des sentiments qui sont très hétérogènes, enfin qui pourraient être très hétérogènes selon les territoires. Pour rebondir sur ce que tu disais sur professionnels versus habitants, la première année où on avait réalisé cette enquête, ce n'était pas le cas sur celle de 2025, mais sur celle de 2020, les plus insatisfaits du développement, enfin du tourisme, c'était ceux qui bossaient dans le secteur du tourisme. Voilà, donc nous, ça nous avait mis une alerte parce que c'est notre secteur d'activité et donc il nous paraît assez intuitif de soutenir notre propre secteur. Et au final, on avait des scores de satisfaction sur les habitants qui se disaient travailler dans le secteur du tourisme qui étaient 4-5 points inférieurs à la moyenne des habitants. Et ça nous avait un petit peu alerté. Donc, on avait aussi, nous, travaillé auprès des pros à sensibiliser au fait de faire attention au discours que l'on portait sur notre secteur. Parce qu'on avait quand même tendance aujourd'hui à stigmatiser le visiteur, le touriste et à le rendre responsable d'à peu près tous les maux du territoire. Et que donc, si nous-mêmes, en tant qu'acteurs professionnels du secteur, on n'était pas euh, défenseurs, c'est peut-être un mot fort, mais replacer les réalités aussi, on n'a pas une fréquentation, et encore malgré ce que peut dire la presse, qui a explosé en Bretagne ces dernières années. Ça fait 20 ans que nos nuitées, elles sont stables. Voilà, ça fait 20 ans que notre offre elle est stable, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc il y a plus eu cette réaction, je pense aussi post-Covid, où on a tous
un petit peu, on est tous devenus un petit peu allergiques au monde, à la foule. On a beaucoup apprécié au final cet isolement, ce cocon que nous ont donné les confinements et le fait d'avoir moins de monde. On voit la fréquentation des centres commerciaux, elle s'est effondrée post-Covid. Enfin, il y a plein de choses qui a bougé aussi. Euh, et je pense qu'il y a plus un réflexe socio ou psychologique de rejet du monde qu'une vraie évolution de la fréquentation. Sauf que ça ne se traite pas du tout de la même manière. Donc on est bien aussi sur des questions de perception, de ressenti, ce qui fait Mm. que plus on est en capacité à intégrer dans nos réflexions stratégiques les habitants, moins on aura cette question du rejet, parce qu'on arrivera à montrer que qu'il y a des équilibres à trouver, il y a du bien, il y a du moins bien, mais il y a une trajectoire viable avec des modèles économiques derrière et un territoire et un développement durable, pour le dire avec ce terme un peu caricatural. Est-ce que à ce stade, parce il est 15h20, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut se permettre de faire un petit appel aux questions, puis après on voyagera un petit peu parce qu'on a la chance d'avoir parmi les participants quelqu'un qui a une expérience lointaine du travail avec les habitants. Pas de questions, je vois. Bah, on part en voyage alors. Thomas, puisque c'est de toi dont il s'agit, ça aurait pu être Anna Rita aussi Ça pourrait- qui nous parlera aussi de ses expériences lointaines, mais moins lointaines. Toi, t'as exploré ce rapport avec les habitants, avec les autochtones, on va le dire comme ça. Ouais. Où, quand, comment? Raconte-nous. Alors, j'ai pris le canal du Midi, le canal de Suez. Ensuite, le canal de Suez, j'ai fait le tour par le cap de, non pas cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, et je suis remonté vers la Nouvelle-Calédonie, au nord de l'Australie, donc qui est le territoire le plus éloigné de la France métropolitaine. Voilà, la commune de Wao est la plus loin de Paris. Donc, effectivement, c'est un territoire ultramarin français qui est une collectivité d'outre-mer, donc ce n'est pas un département d'outre-mer. Attention, il y a une grosse différence avec un gouvernement local. Euh, et effectivement, j'étais directeur d'office de tourisme dans ça me fait bizarre de reparler de ça parce que j'ai tellement adoré que, que voilà. Ça s'appelait La Foix, Moindou et Farino. Donc, c'était trois communes situées à peu près à 150 km au nord de Nouméa. Donc, dès qu'on est hors de Nouméa et de la capitale qui fait 180 000 habitants, on dit qu'on est en brousse. Donc, j'étais au milieu des cow-boys et des tribus. Et moi, en tant que bons oreilles, c'est-à-dire métropolitain qui arrive, chabadabada, avec tout mon stress français, mais il a fallu s'adapter avec une équipe, on était quatre, une équipe 100% féminine, avec une équipe 100% mélanésienne et donc kanak issue des tribus. Donc, on vous dire qu'on n'avait pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Moi qui sortais de l'industrie automobile très formatée, résultats, chiffres, volume, etc. On était aux antipodes, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on a lancé en 2019 la labellisation Station Verte de ces trois communes de façon collective. Donc, Station Verte qui n'existait absolument pas dans le Pacifique, qui est un peu plus connu en métropole, qui est le premier label d'écotourisme, qui date de 1964. On en a fait une vraie marque de territoire, en fait. Et on a poussé très fortement là-dessus, avec deux gros temps forts qui sont la fête du terroir et la fête de l'écotourisme et sur lequel, eh ben, au bout de 2 ans, on avait plus d'événements sur nos trois petites communes que toute la Nouvelle-Aquitaine réunie. Donc autant vous dire qu'on a envoyé, on a envoyé du steak et un petit peu sur le même modèle qu'on a fait pour les secrets de nos villages, hein, c'est inspiré de ça. C'est-à-dire qu'on allait chercher à droite à gauche. Là-bas aussi, on avait un patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO qui était le lagon néo-calédonien avec la barrière de corail et donc qui est inscrit pour sa richesse récifale et sa biodiversité, donc inscrit en 2008. Et c'était le genre de choses qu'on valorisait en faisant, par exemple, des apéros sunset, en disant aux gens, ben, vous venez avec des choses à partager, apéro à partager, et on faisait venir une asso locale qui nous expliquait ben, pourquoi c'était inscrit à l'UNESCO, qu'est-ce qu'on trouvait comme bestioles là-dessous, comment préserver tout ça. Et puis après, on a fait tout un travail avec les tribus. Donc oui, effectivement, on a encore des Français avec carte d'identité française, de vrais Français qui vivent dans des tribus, et c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, en Guyane française également. Ces tribus étaient totalement hostiles au tourisme et particulièrement hostiles à la France dans son ensemble par rapport à tous les événements des années 80, ce qu'ils appellent sobrement, on va dire, les événements, mais
clairement qui était une guerre civile, avec notamment des interventions du GIGN dans des tribus qui ont notamment assassiné, tué, peu importe, on va pas refaire l'histoire, mais il y a un grand chef, un grand leader indépendantiste qui a été abattu dans une des tribus, donc autant vous dire que c'était ne pas revoir des Français ici. Et puis petit à petit, en travaillant avec les chefs de clan, avec les chefs de tribus, on a discuté, et puis on a réussi à un moment donné à ouvrir une porte en leur disant, écoutez, laissez-nous, on teste une fois pour voir, et puis vous nous dites ce que vous en pensez après. Donc on a monté un produit, alors dans les tribus, très clairement, on est très loin de l'équilibre homme-femme qu'on peut connaître en métropole, hein. Ça tourne grâce aux femmes. Et donc, avec les femmes de la tribu, on a réussi à monter un produit où le matin, il y avait une visite de la tribu avec une guide randonnée qui expliquait un petit peu les fleurs endémiques, les traditions, comment on construit une case, etc., etc. À midi, on a fait un repas locavore où absolument, il n'y a même pas besoin de leur expliquer en fait, naturel. C'est-à-dire qu'on a mangé des ignames de la tribu qui venaient du champ, un sauté de crevettes avec les crevettes qui venaient du ruisseau qui était de là, on a mangé un sorbet au coco avec les noix de coco du cocotier qui poussait au milieu de la tribu, enfin le truc il était incroyable. Il y avait juste le café qui était café soluble alors qu'ils ont du café local, donc ça c'était dommage. Et l'après-midi, tout un atelier avec les femmes de la tribu à tresser des paniers en feuilles de bananier, enfin voilà, la journée était juste fabuleuse et une immersion totale. Mais le deal, c'était avec les chefs de clan et les chefs de tribu, OK, l'office de tourisme, vous êtes bien gentil, on ne veut voir aucune manipulation d'argent dans la tribu, c'est-à-dire que vous faites le business avant et vous nous reversez le truc après, mais on fait ça en douce, et enfin, il y a rien qui se fait devant d'échange d'argent direct. Et surtout, on ne veut pas voir arriver le cliché du touriste avec son appareil photo autour du ventre, il arrive à fond dans la voiture, musique à bloc, il fait du bruit. Non, c'est pas comme ça les codes là-bas. Il fallait respecter absolument les codes locaux, quelque chose qui s'appelle la coutume. La coutume, c'est la demande au chef de la tribu d'accepter de nous laisser marcher sur la terre de ses ancêtres, de visiter la tribu. Il faut faire ça très humblement. Alors, c'est un moment très très fort, hein, cette coutume, avec un échange de un manou, hein, qui est un morceau de tissu comme un paréo, un billet de 1 000 francs pacifique, donc 8,50 €. Mais voilà, il y a tout un rituel qui est fait autour de ça. Donc, on accueille les gens à l'office de tourisme à une quarantaine de kilomètres. On leur expliquait ce qu'il allait se passer, de ne pas faire de bruit, de se suivre, de venir tranquillement, de baisser les yeux quand on allait faire la coutume. Il y avait ce geste qui a été fait, la coutume, et après, le chef de la tribu a accepté qu'on rentre pour cette journée, qu'on puisse découvrir la tribu. Et là, après, la journée s'est déroulée tout à fait normalement. Le reversement des recettes a été fait de façon très discrète, et la journée s'est super bien passée et a pu être refaite plusieurs fois par la suite. Et ça a été un exemple formidable d'ouverture, mais on était sur des jauges, des choses très calibrées, et ça a été une vraie réussite, quoi. Après, il y a des codes qui nous dépassent. On avait fait la même chose sur une autre tribu qui était un petit peu plus au fait, en fait de tout ça. Et à 5 heures du matin, on comptait dans la tribu et d'un coup, on entend des coups de feu de partout. Donc, vous savez un peu l'ambiance, les tensions. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe à 5 heures du mat, des coups de feu, on va se faire sortir. Et en fait, non, pas du tout. Ils étaient en train de chasser le cerf pour faire les brochettes et le repas de midi, quoi. Et voilà, mais ça fait partie de tout l'authentisme local. Et franchement, c'était une super expérience. Et ça a été les plus beaux messages que j'ai eus quand j'ai quitté mon poste pour venir à Castelnaudary. Ça a été les moments des tribus qui m'ont remercié d'avoir fait ça avec l'humilité. En tout cas, j'ai essayé au maximum, et surtout de les mettre en valeur comme jamais ça avait été fait auparavant, quoi. Parce que moi, j'étais pas dans ce clivage Caldoche, Canac. Je suis Mm. arrivé avec un peu mes gros sabots de métropolitain, mais tout en écoutant ce qui se passait autour de moi, les indicateurs, attention à ça, attention à ça. Ça a super bien marché, et voilà, ça me fait encore des frissons d'en parler parce que c'était vraiment quelque chose de formidable. Et on en était très... Ah, on imagine, mais en fait, on revient à cette question de l'écoute, hein, qui est hyper importante. Et puis, le respect des codes. On a tous des codes, hein, que les tribus kanak ou les Bretons ou les Occitans ou les Catalans ou enfin, les Gascons, enfin, tout le monde a ses codes. Si on n'est pas capable de les écouter un minimum, d'abord, je pense qu'on est à côté de la plaque par rapport au tourisme qu'on essaie de promouvoir. Et puis, on est à côté de la plaque aussi par rapport aux stratégies touristiques qu'on veut bien mettre en avant. Il y a une question qui a été posée par Hélène, qui est hébergeur sur les chemins de Saint-Jacques. Donc je vous la lis. Alors,
dans ces webinaires-là, on va pas traiter forcément des questions, puisque toutes ces questions-là, mais activités saisonnières impactant les habitants, évidemment hébergeurs sur les chemins de Saint-Jacques, habitants âgés qui apprécient d'être à la rencontre des pèlerins et randonneurs en saison essentiellement. J'ai pour ambition de mixer ces populations, personnes âgées et touristes, en proposant aux personnes âgées de participer en saison à des repas, rencontres, veillées, contes et légendes locaux avec mes clients et des déjeuners après-midi, jeux, danses en période hors saison. L'objectif étant de promouvoir le territoire, l'histoire de nos campagnes, pardon, créer également un lien intergénérationnel, tel un trait d'union entre le tourisme et la France rurale. Côté touriste, c'est aussi prendre conscience que le tourisme est vivant, pas uniquement un mode de consommation ou un zoo, car il existe des comportements de plus en plus consuméristes et hors jeu. Je voudrais savoir comment je pourrais être accompagné dans la construction de mon projet pour appuyer mon dossier auprès des pouvoirs publics locaux, lotés, etc. Donc ça, c'est une question. La partie comment ça va faire. Si Thomas, si quelqu'un, un hébergeur vient te voir en disant, moi j'ai un projet comme ça, tu vas dire c'est chouette. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Venez, on prend un café, on va en parler. Là, il n'y a pas d'intelligence artificielle, hein. On est sur l'intelligence sociale. Et ouais, effectivement, on va en parler, voir comment on peut monter ça. Mais finalement, les bonnes recettes sont les plus simples. Donc oui, allez voir votre directeur d'office de tourisme local. Franchement, s'il est à l'écoute, il y a moyen de sortir un projet. Moi, ce que j'utilisais, il faut que le projet soit hyper. Donc ça veut dire qu'il faut le réfléchir simplement et le transmettre simplement. Et c'est là le plus compliqué en fait, c'est d'être hyper efficace, donc hyper simple. Et nous, on avait simplement une feuille A4 recto où on expliquait notre projet très facilement, les contacts, et en disant, voilà, proposez-nous un truc, proposez-nous une veille. Alors, les compteurs avec les veillées, ça, je l'ai fait aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est incroyable. La magie opère, mais c'est génial. Et les veillées au coin du feu, là, ça peut être une super idée, surtout dans le cadre de Compostelle. Alors, je suis du Puy-en-Velay, je le dis entre parenthèses, mais on va dire que le Saint-Jacques de Compostelle, je le maîtrise à la perfection aussi. Et c'est quelque chose, ouais, qui peut être une super, super idée, quoi. Mais je pense que ça peut être une dynamique si vous êtes entouré avec d'autres hébergeurs, que ça soit le rendez-vous de plusieurs hébergeurs, en fait. Mhm. Et que limite, alors, tout le semaine de Saint-Jacques, il y avait des assemblées dans les villages, souvent, en pierre, donc peut-être te retrouver à l'assemblée, rallumer le four, je sais pas, ou des choses comme ça, mais te retrouver avec cette ambiance éveillée de nos anciens, en fait, hein. Juste pour compléter, c'est vrai qu'actuellement, on assiste vraiment à une revitalisation des chemins de Saint-Jacques les Hmm. dernières années. Et donc, c'est vraiment, on voit, il y a une constellation des associations qui existaient déjà aussi depuis longtemps. Et n'hésitez pas aussi à s'approcher des associations qu'il y a pas mal en France et bon, en Espagne aussi. Mais ça devient vraiment fort, la connexion, les chemins de randonnée français aussi. Il y a pas mal d'acteurs, en fait. Ouais. C'est vraiment un bel exemple parce que ça permet de toucher à différents acteurs. Beaucoup de projets, il y a aussi des applications maintenant que sortent un peu partout pour mettre les pèlerins ou les randonneurs en contact avec les locaux. Il y a pas mal de choses en fait déjà en cours et donc c'est super Il y a peut-être une vigilance à avoir, c'est le côté one shot et isolé. oui. Ça peut être dangereux parce que finalement, on va pas marquer les esprits, on va avoir du mal à se faire connaître. Mm, Vous allez peut-être vous louper sur la première et au final, vous allez dire non, mais laisse tomber, ça marche pas, j'arrête. Alors que l'idéal est super. Donc c'est là où il faut pas lâcher, il faut se donner au moins l'occasion de faire une saison 2, voire une saison 3. Je pense qu'il faut arriver à travailler en réseau avec, si vous avez sur votre territoire une ou deux étapes du chemin de Saint-Jacques, aller mm, sur 75 kilomètres ou 100 kilomètres, 50 d'un côté, 50 de l'autre, d'arriver à organiser ces petites étapes-là dans les différents villages. Donc ça veut dire faire une dynamique en réseau, mais là, c'est là où un office de tourisme a tout son poids mm. et a tout ce réseau-là dans les radars et peut tout à fait travailler sur cette mise en réseau. Mais la recette, elle est simple, hein. Allez-y, organisez une soirée conte, une soirée éveillée, vous racontez vos histoires, On vous faites un teste, petit on feu dans la regarde. On peut cheminée, expérimenter, oui. un petit coup d'apéro et ou un petit truc à déguster, mais local, toujours ce côté localisme. Et nous, on fait la com. Et ça va, mais fonctionner, c'est sûr. Bon, Après, c'est le fil conducteur, c'est l'apéro, ça c'est clair, on le On retiendra. a compris. On le retiendra. au J'avais jus cru de que pomme, au c'était jus de propre pomme, à c'est la important. Bretagne, mais Bah a oui, oui, priori, Au jus de pomme, au jus au de jus de pomme. pomme, bien sûr. Bah, donc de la tribu Kanak à la tribu de Dana, comme ça s'est fait. Il y a un projet comme ça en Bretagne, le CRT va l'accompagner ou le ou ça. Je
je pense que c'est plutôt du local, un Ouais, accompagnement local. Ouais. c'est plutôt du local, mais par contre, je suis sûre que les offices accompagnent parce que c'est clairement porteur de toutes les valeurs qu'on veut faire passer, cette notion de transmission, cette notion ouais, de partage, d'ancrage local. Donc, oui, c'est sûr que tout office de tourisme qui s'implique sur son territoire va soutenir ce projet, c'est certain. Puis il n'est pas hors sol, parce que j'utilise Non. l'expression à dessein, là, on n'est pas, puisqu'on est dans le territoire et on est sur un produit qui a du sens, puisqu'on est sur la dynamique Compostelle. Donc, Mm. il y a un ensemble de sens qui s'ajoute et nous laisse penser que ça peut être très, très sympa, une soirée telle que vous proposez, Hélène. Oui, il y a les réponses. Je ne sais pas si vous lisez en même temps, mais merci pour Oui. vos retours. Ça fait du bien. L'autre est un peu sclérosé, mais je note le A4. On va pas demander où c'est. On va pas demander où c'est. Non. Mais ouais, ouais, bah, de toute façon, faut tester. Hein. Thomas a raison. Il y a rien de mieux que l'exemple, puis de dire, bah, regardez, moi, je l'ai fait au printemps, je l'ai fait cette année. Ça a super bien marché. Les gens étaient contents. J'ai une dizaine de photos. J'ai des témoignages. Bon, ça va marcher, quoi. Euh, s'il y a pas d'autres questions, bah, Anarita, toi, on parlait d'expérience à l'étranger aussi. Oui, 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 oui. Alors, dans mon cas, moi, je travaillais beaucoup sur des villes un peu plus grandes, donc Porto, Lisbonne, un peu Barcelone aussi. Donc, la réalité est un peu différente. C'est plutôt la question du logement et la Hmm. question que se pose l'impact des plateformes, etc. Mais ce que je peux raconter, c'est des initiatives, en fait, plutôt donc des visites guidées, un peu dans le sens que Thomas avait un peu raconté, mais sans la partie apéro, mais on pourrait aussi faire, parce qu'on est à Porto quand même, donc c'est possible. Mais en fait, tout en utilisant des questions liées à la touristification, l'impact sur le droit à l'habitation, etc., il y a des associations qui ont créé des visites guidées par l'habitant dans les quartiers de Porto, dans le centre de Porto par exemple, justement pour, au-delà juste faire découvrir la ville, c'est pour échanger sur les impacts positifs et négatifs, parce que on est aussi dans un pays où le PIB, juste pour le tourisme en Portugal, il contribue de 21%. Donc on est quand même, on parlait, c'est énorme, c'est peut-être une des activités plus importantes, mais en même temps, il y a des questions liées à la société, liées à la transformation de tissu social, parce que on le constate, la transformation du patrimoine, etc. Donc on crée ces visites guidées comme des débats, en fait, un peu mouvants. Et en fait, on crée des échanges. Moi, j'ai participé à plusieurs où on a des gens de toute l'Europe, mais aussi du Brésil, Colombie, les États-Unis, et on crée vraiment des échanges de voir qu'est-ce qui se passe dans la ville d'où tu viens, le village, etc. Et on essaie de voir des bonnes pratiques aussi. Et donc, ces visites guidées, en fait, on va utiliser un outil du tourisme classique pour ouvrir, en fait, un espace de débat sur l'impact du tourisme dans des villes européennes. Donc, c'est un peu une réalité un peu différente, mais à la fin, il y a des choses qui sont pas si... parce qu'il y a l'échelle du quartier aussi, donc on peut aller... donc oui, c'est aussi... et je travaillais pas mal sur ces visites guidées. Et en fait, c'est une manière, en fait, c'est l'éducation à la responsabilisation du visiteur aussi. Éducation patrimoniale, en fait, on touche environnementale, on touche à beaucoup de choses. Et je trouvais aussi que c'est des initiatives intéressantes. C'est des initiatives à prendre, pas une fois que qu'il Non. y a des boîtes à clés sur toutes les portes dans le quartier, parce que je pense que c'est trop tard une fois que c'est ça, parce qu'on est sur des problèmes aussi, des problèmes hyper complexes qui sont liés donc aux plateformes. Euh, donc il y a des choses sur lesquelles on aura une possibilité d'agir limitée. Par contre, on voit là qu'avec plein de petites choses. C'est pas des petites choses parce que ça nécessite de l'énergie, ça mobilise de l'énergie puis des gens. Euh, on peut faire en sorte que se rapproche cette question de ces deux habitants du territoire que sont les touristes et les résidents. Donc il y a des petites choses très très simples à Mettre faire en place. au-delà de l'apéro. Hein, ça on a bien compris. Donc il y a que l'apéro qui change en fait d'un territoire à l'autre.
Non, mais on peut associer des initiatives variées. C'est pas... L'important, c'est la rencontre, en fait, et la manière C'est comme ça. ils vont échanger. Cette approche relationnelle, en fait, qu'on essaie de réduire cette distance entre les deux acteurs importants, quand même, du La territoire. dimension sociale du tourisme qu'on oublie Oui, souvent. ouais, Ouais. On parle beaucoup de complètement. son impact environnemental, on parle beaucoup des retombées économiques, mais il y a toute cette dimension sociale qu'on a tendance à oublier et qui est quand même l'un des vecteurs forts du tourisme. C'est cette rencontre de l'autre, cette compréhension de l'altérité qui est hyper importante, je dirais surtout en ce moment. Oui. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être davantage poussé, davantage souligné. Le tourisme permet de faire se rencontrer Mhm. différents profils, différentes cultures, c'est intergénérationnel, c'est une mixité sociale, c'est beaucoup de choses et cette dimension, elle est extrêmement importante et je trouve qu'on l'occulte souvent. Mhm. Nous, il y a, Social, sociétal. Ouais. Vas-y, Thomas, pardon. il y a quelque chose nous qu'on aime beaucoup aussi parce que on a la gestion d'un port sur le canal du Midi et aujourd'hui, ben, les moyens de transport, que ce soit une gare, un aéroport, on arrive, tout ce qu'on cherche c'est la sortie pour vite en sortir. Et un port, pas du tout, et bien au contraire, puisque c'est un lieu de vie. Donc, l'approche du port est totalement différente. C'est pour ça que moi, j'ai une équipe qui est ultra dynamique et essaie de faire de l'animation sur le port parce qu'il faut que ça vive, parce que les gens restent là, dorment là, et notamment quand ils arrivent là à Castelnaudary, spécialement en saison, des bateaux pour leur demander s'ils veulent un cassoulet livré directement sur le bateau. Et après, on bosse avec un restaurateur qui vient leur livrer le cassoulet, avec la petite discussion de 10 minutes, un quart d'heure qui va avec, Mhm. pour expliquer d'où vient son cassoulet, etc. Et ça, mais c'est tellement apprécié. C'est-à-dire qu'on leur ramène carrément sur le pont du bateau ben, la carte postale de notre territoire, quoi. Et en plus, avec un commerçant et un artisan du coin sur du produit 100% locavore. Et ça, mais c'est un carton et ça plaît énormément. Et notre attractivité, elle passe par là, parce qu'après, c'est Radio-Canal, quoi, hein, ça discute les uns vers les autres. Et finalement, là, les hivernages, on n'a pas de problème à remplir, quoi. Au mois de mai, on sait que notre hiver, notre port, il est déjà plein. C'est toute mesure gardée, on a 51 anneaux, hein, on est loin de Perros-Guirec ou, ou le golfe du Morbihan, mais voilà, c'est aussi pour nous un vrai vecteur d'attractivité, ce côté humain, cette relation, ce petit service limite conciergerie, on leur prend les rendez-vous chez le médecin, etc. Parce que là, vous voyez, on a notre clientèle première, c'est les Français, mais très très rapidement, c'est Royaume-Uni et États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, très rapidement. Donc à eux tous, ils sont bien plus nombreux que les Français. Cette barrière de la langue peut poser problème. Alors, les Américains, on leur demande pas de vérifier leurs réseaux sociaux avant de les faire rentrer dans notre port. Ils sont les bienvenus, évidemment. Mais si Donald nous regarde, c'est un petit message au passage. Ouais, tu risques pas d'aller en vacances aux États-Unis après Non, ça. moi, c'est cuit, Ouais. c'est mort. Ria va venir me traquer sur le webinaire du CRTL. Mais en tout cas, voilà, c'est ces petites attentions et ce lien direct où bah, tu arrives sur un territoire, bah, welcome, quoi, en fait. Et le cassoulet, je te l'amène sur le port de ton bateau. Et ces petites attentions et cette petite relation, elle est super importante. Bah oui, on tourne autour de l'écoute, et puis c'est hyper important. Pour aller un peu plus aussi sur le côté, on a parlé du côté sociétal, mais il y a aussi le côté social qui se pose vite quand on n'a plus accès au logement ou Mhm. plus la possibilité de se loger dans certains lieux, ça peut être problématique aussi. Faut l'avoir en tête. Ouais, ouais, euh, c'est un sacré problème. Puis oui, non, je rebondissais parce que tu dis 51 anneaux, un port. Ça nous ramène aussi aux questions de conflits d'usage, conflits d'intérêt. On parlait de l'eau tout à l'heure. Enfin, Anarita évoquait la question de l'eau. C'est aussi une problématique qui va s'inviter dans le débat, puisque sans parler forcément que des agriculteurs, mais tourisme avec sur le canal, agriculture, activités touristiques plus classiques. Il y a un moment donné, on est dans des zones où le changement climatique va impacter la ressource en eau de manière importante. Il faut aussi l'avoir en tête parce que ça va venir euh, se, se, se rajouter à la complexité de notre action quand on veut parler de tourisme durable et d'attractivité durable. Ça, c'est quelque chose qu'on avait analysé l'année dernière aussi. Alors là, vous voyez, je suis dans le bureau mitoyen du service des eaux de la collectivité et ma collègue du service des eaux, c'est très important qu'elle nous remonte aussi ce qu'elle fait et notamment le taux de rendement du système d'alimentation d'eau de la collectivité. Donc là, on a réussi à progresser de 3%. C'est-à-dire, entre l'eau qui sort de la source et celle qui arrive au robinet,
par le réseau, il y a énormément de déperdition, mais aujourd'hui, on est en train d'atteindre 81-82% de taux de rendement. C'est énormissime. C'est vraiment très, très bien et ça progresse. Pour vous donner un parallèle, aux États-Unis, on est entre 40 et 50%. On a la moitié de l'eau qui sort de la source qui est perdue en route, en fait. Mhm. Et ce progrès, déjà gagné 2-3%, je vous explique même pas en termes de volume et de mètres cubes d'eau économisés, c'est énorme, 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 énorme. Mais après, voilà, les usages, effectivement, on parle beaucoup avec nos collègues du littoral. Très clairement, c'est là où il y a le moins d'eau, où il fait le plus chaud sur l'arc méditerranéen. Et en même temps, c'est le moment de l'année où les gens prennent 4 douches par jour, quoi, le matin en se levant, en sortant de la piscine, en revenant de la mer et avant d'aller se coucher. Donc voilà, la pression hydraulique et hydrique, elle est hyper importante. C'est clair. Ouais, oui, donc question d'évolution des comportements aussi, et ça nous ramène là aussi à la gestion des déchets que tu évoquais au début. C'est-à-dire par des choses très très simples, on peut vraiment faire des progrès. Bah ouais, j'en parlais tout à l'heure là, parce qu'on est en train de bosser sur Destination d'Excellence aujourd'hui, donc je me suis échappé pour venir avec vous pendant 2 heures. Merci beaucoup. Euh, à la capitainerie, par exemple, on a mis en place un système avec des QR codes et des chansons qu'on a choisi une playlist à nous. Et en fait, on incite les gens à flasher. Ça ouvre sur YouTube, en fait, une chanson. Ils choisissent. Et du coup, il y a des chansons de 4 minutes, de 5 minutes, de 6 minutes, de 7 minutes. Et plus la chanson est courte, il faut qu'ils prennent leur douche pendant la durée de la chanson. Et on s'aperçoit, là, on a relevé les compteurs d'eau qui c'est en train de baisser. Alors, heureusement, ils chantent pas tous. Mais en tout cas, ça les fait sourire et ça les incite à moins durer. Et on leur dit, si vous écoutez Starway to Heaven de Led Zeppelin, vous êtes mort, quoi. C'est 7 minutes 40, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais. Bah Donc, ouais, tout est choisissez relatif. plutôt des choses plus courtes. Mais ce côté chanter sous la douche, notre opération qu'on a lancée en début d'année, elle plaît, elle fait sourire et finalement, on fait quelques économies d'eau. Voilà. Bah voilà, exemple, changement des comportements par le nudge, par du positif, Ouais. et puis des choses qui soient facilement assimilables. Mais gestion des eaux, je vois que Nathalie, Nathalie Balland de VNF est aussi dans le public. Là, l'utilisation, le canal, il y a du monde hein, sur le canal qui a besoin de cette eau il y aura peut-être pas de l'eau pour tout le monde tout le temps. Donc ça va être des questions à se poser. Je vois Et qu'il est même la 15h. navigabilité du canal aussi, qui est Oui. Bah oui, oui, nous oui. régulièrement questionnée ça, chez nous, même Ah en bah Bretagne. j'imagine. Bah oui, 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 bien sûr. Oui, parce que tu nous disais aussi que bah il y a pas il y a pas de nappe phréatique, donc l'eau c'est l'eau Ouais. qui est tombée du ciel quelque part. Fort Bah, heureusement chez ruisselle vous elle directement tombe. dans la mer. Donc, on n'a pas Ouais. de capacité Oui. de stockage en Bretagne d'eau, ou très très peu. Et ce qui fait qu'on est très très vite sur des épisodes de sécheresse, malgré l'image qu'on a de la Bretagne pluvieuse, etc. On n'a pas de capacité oui, de stockage de l'eau, donc on est très très sensible à l'eau. Alors, des éco-gestes, du nudge, nous aussi, on en a beaucoup développé, histoire d'inciter justement à la pratique. Alors, c'est pas chanter sous la douche, mais mais c'est du même acabit. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux visiteurs que bah, la Bretagne est sensible à l'eau Mhm. et que si demain il y a des conflits d'usage, ce sera certainement pas le tourisme qui va gagner et que Mm. donc tout ce qu'ils ont accès, les piscines, les spas, etc., ça risque d'être impacté et donc il faut qu'on soit tous très vigilants sur notre usage de l'eau au quotidien Ah oui, d'autant que permettre à pour chacun nous, d'en bénéficier. bah oui, oui, en Occitanie, on a fait cette étude avec l'INSEE qui montre que à 2030-2050, on a 75% des hébergements en Occitanie qui sont dans des zones à forte chaleur et à nuit tropicale. Donc le trait de côte, on n'en parle pas, mais il va lui aussi bouger. Donc c'est des questions qui vont pas nous lâcher pendant Mhm. quelques Pas années tout de là. suite, non. Pas tout de suite. D'où aussi l'importance de pas opposer les choses, c'est-à-dire d'avoir des habitants qui soient conscients de ce que ça apporte aussi, Mhm. qu'on soit pas juste la première activité mise sur le côté sous prétexte que c'est des nuisances, mais ça rapporte rien, on ne sait pas ce que Non. ça rapporte. Et ça nous renvoie aussi toujours à la question de la data, du monitoring, et puis la manière dont on peut démontrer tout ce qu'on avance. Donc c'est objectiver nos constats et puis pouvoir partager Ouais. des choses, ouais, des choses très très objectives et concrètes. Est-ce que je peux vous demander un petit mot de conclusion à chacun, une petite minute de conclusion chacun, commençant par Jessica, puisque tu es allé plus loin, il faut que tu rentres en Bretagne après. Parce Ça qu'on a vu marche. tout à l'heure, il y avait un Bonheur de rayon de la visite. soleil. Il y avait un rayon Ouais, de c'est soleil, fini. donc ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Si, si, mais je vous rassure, c'est bon, c'est fini. Ah, mince. Non, bah, pour conclure, je pense que
c'est intéressant qu'il y ait cette prise de conscience de la place de l'habitant, du rôle de l'habitant et de la nécessité de l'intégrer à nos réflexions, à nos stratégies, à nos activités pour que le secteur du tourisme ne soit pas un secteur un petit peu hors sol dans la vie publique et que tout le monde puisse réfléchir à ce qu'on veut parce que avant tout le tourisme c'est l'espace de loisirs, c'est le cadre de vie, c'est la qualité de vie des habitants et on ne pourra pas surtout dans les années à venir avec les tensions qu'on va pouvoir connaître, faire sans l'acceptation de nos habitants. Et le monitoring pardon, est important, mais l'association des habitants dans les réflexions est primordiale. Merci Jessica. Anna-Rita? Oui, je veux dans le même sens. En fait, il y a cette question de l'implication des habitants et c'est ça que c'était un peu au cœur du sujet. C'est important de les associer à toutes les étapes, et c'est là où on peut, dans le sens que ça soit en amont, mais aussi après, pendant, même dans le processus de monitoring. Il y a aussi cette question de toutes ces initiatives, en fait, même des petites, à petites échelles qui sont importantes de continuer, parce que c'est ça aussi que fait vivre un peu, fait vivre le tourisme, mais aussi que met l'habitant comme acteur au cœur du processus. Et après, la question de l'intelligence territoriale, en lien avec production de connaissances des données, mais être aussi les acteurs, tous les acteurs du système touristique qui travaillent ensemble dans ces sens, que ça soit pour responsabiliser le visiteur, mais aussi le résident, de le mettre et dépasser justement cette tendance binaire à voir le touriste. Voilà, c'est important. Merci Anna-Rita. Thomas? Oui, 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 effectivement, pour moi en tout cas, c'est un plaisir au quotidien et c'est vraiment un vrai bonheur de réfléchir, de cogiter à toutes ces solutions, à essayer de mettre en place à petite échelle, moyenne échelle, plus grande échelle, mais en tout cas, ce qui est mon essence, c'est quand on voit des grands sourires et des gens qui prennent plaisir et quand on a lancé les premiers secrets de nos villages. Un ancien, quelqu'un de plus de 75 ans qui se lève et qui dit, moi j'ai envie juste de vous dire merci à la fin de la première réunion, la première année, merci parce que c'est la première fois qu'on vient nous chercher comme ça et nous, mais on a tellement de plaisir à pouvoir monter ce qu'on sait faire et en fait tu te dis, mais ton offre elle était là quoi. Hmm. Tu avais juste à juste gratter un tout petit peu, alors dire on emmène l'apéro. Bien sûr. Et en fait, la recette, elle est hyper simple, quoi. C'est comme, il faut voir ça comme, nous, on est un peu les vaisseaux amiral, on va dire, des destinations, mais de dire, ben, viens, je t'invite à t'asseoir à ma table avec moi, quoi. Donc, à nous de faire ça aussi avec les habitants, et franchement, ça se passe super bien. Alors, c'est peut-être plus facile sur des destinations où on n'a pas à gérer autant de masse, même si nous, on commence à des destinations où il y a quand même du monde. Et on analyse avec les hébergeurs, parce que c'est eux aussi qui sont au cœur de l'action. Voilà, si notre tourisme en volume aujourd'hui il suffit à faire vivre tout le monde, on arrête de pousser à vouloir aller chercher toujours plus. Mais par contre, on bosse énormément sur la qualité et ça nous permet de bosser sur ces actions Mhm. avec de l'habitant et de mettre de la qualité. Et finalement, notre réputation aussi va accroître parce que, waouh, je suis allé à Castelnaudary, mais qu'est-ce qu'ils sont sympas. On a eu des cyclos de Vendée là cet été qui sont tombés sur un de nos secrets de nos villages. On dit, mais on n'a jamais vu ça. On est en train de boire l'apéro dans une chapelle au milieu de croix disco-icales. Ils ont dit, mais c'est improbable d'être là. Mais parce que c'est un des hébergeurs qui leur a dit, venez, il y a un truc super sympa qui va se passer. Et voilà, savoir des yeux qui brillent sur des initiatives aussi simples que ça, franchement, ça fait plaisir et ça nous donne encore plus envie d'y retourner là, les années suivantes. Ah, c'est une belle conclusion. La simplicité est toujours une vertu. Mhm. J'avais raté tout à l'heure, mais Nathalie, que j'avais fait peur à tout le monde en disant qu'il n'y avait plus d'eau dans le canal, mais elle vous rassure. Pour l'instant, on gère la haute saison. Pour le reste, ça reste fragile. Le changement climatique est là. Donc oui, bien sûr. Et puis, nécessité d'associer les professionnels à ces problématiques-là. Et Ouais. ils sont acteurs du processus aussi. Bah, de toute façon, c'est valable pour tout le monde, puisqu'on a dit que nos habitants étaient aussi des professionnels du tourisme. Donc, derrière ce terme professionnel du tourisme, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc moi, j'aime bien retenir toutes ces questions, que toutes ces questions qui peuvent être parfois complexes peuvent trouver des solutions très très simples et ça c'est plutôt intéressant. J'espère qu'on est resté proche justement de choses très très concrètes. Et comme c'est le dernier webinaire du Comité régional du tourisme et des loisirs en 2025, mais
Apéro? Apéro, je vous invite tous à l'apéro après. Et surtout, je voulais remercier, elle se cache derrière le CRTL Occitanie, mais Emmanuel Monteau, avec qui on prépare, enfin, c'est elle qui fait tout le boulot, on prépare ces moments, ces échanges-là. Euh, et ben voilà, merci Emmanuel, parce que je trouve que enfin, nous, on se régale à le faire. Et j'espère que ceux qui étaient là auront trouvé ça intéressant. Ce sera disponible en replay. C'est que le début de ces échanges-là. Il faudra aller beaucoup plus loin, parler du monde agricole, parler Mhm. de l'économie, Changement du climatique. changement climatique, parler aussi des problématiques sociales autour du locatif en plateforme. Il y a plein de sujets derrière celui-là. L'idée, c'était de parler d'attractivité, puisque c'est ça qu'on va nous demander, nous, à l'échelle de la nouvelle agence, sans oublier que cette attractivité, elle est forcément connectée à un territoire, et que dans ce territoire, il y a de l'environnement, il y a du social, il y a du sociétal, il y a des gens, il y a des énergies, il y a des apéros, et il y a des tribus qui sont Mhm. sous différentes formes, et tout ce monde-là doit coexister, parce que c'est ce qui fera, c'est ce qui permettra à nos modèles de survivre, et puis de continuer à mener de la vie, parce que sur certains territoires, la vie, elle passe aussi par l'apport touristique. On l'a pas parlé, mais le fait d'avoir des commerces, des services qui sont encore dans certains territoires, c'est grâce à l'activité touristique. Et on essaiera de faire en sorte que ce ne soit pas les habitants qui payent le prix unique de ce tourisme, comme on disait sur les déchets, parce que ça, on peut faire des choses très très simples et très très pratiques.